Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, 28 minutes, samedi. Bonsoir Johan Sfar. Bonsoir. Alors ce soir, pour cette grande première, c'est vous, Johan Sfar, qui allez nous accompagner tout au long de l'émission. Avec vous, nous allons évoquer plusieurs actualités, à commencer par la vôtre, bien sûr. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire. Johan Sfar, vous êtes dessinateur, auteur et bien d'autres choses encore. Votre actu est abondante avec la sortie d'un roman modèle vivant et du 8e tome du Chat du Rabbin. Nous parlerons aussi de l'actualité. Cette semaine en France, le lancement d'une pétition pour réclamer la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les crimes de pédophilie au sein de l'Église catholique. Certains politiques y sont favorables, comme Valérie Pécresse. Moi, je suis plutôt favorable à une commission d'enquête. Aucun sujet ne doit échapper et aucun crime ne doit échapper au regard du Parlement. Mais les politiques peuvent-ils s'immiscer ainsi dans les affaires d'une religion? Nous interrogerons la femme qui est à l'origine de cet appel. Notre débat international portera, lui, sur l'Iran. Cette semaine, Paris a accusé Téhéran d'avoir commandité un attentat finalement déjoué contre un rassemblement d'opposants. Alors la France doit-elle rompre avec l'Iran plutôt que de perpétuer l'accord sur le nucléaire? On en débattra. Et dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons les petits plaisirs de l'inimitable François Simon et les chroniques de Marie Bonisseau et Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Et oui, désormais, 28 minutes continuent, même le samedi. Et on a donc appelé ça 28 minutes samedi. Et oui, on n'est pas bête. Chaque semaine, nous analyserons donc ensemble l'actualité française et internationale avec à mes côtés pendant toute l'émission, Caroline Brouet. Bonsoir Caroline. Arnaud. Quel plaisir de vous retrouver, Caroline. Bienvenue. Et tous les samedis, nous aurons donc le plaisir d'être accompagnés par un invité qui sera lui aussi présent pendant toute l'émission. Nous l'écouterons, nous échangerons avec lui sur l'ensemble des thèmes qui ont retenu notre attention. Ce soir, nous avons donc le plaisir de recevoir Johan Sfar. Merci d'être parmi nous, Johan Sfar. Alors, vous êtes dessinateur, bien sûr, auteur, réalisateur, mais vous êtes aussi professeur aux Beaux-Arts. Vous êtes bien d'autres choses encore. En quelque sorte, vous êtes boulimique, hein, Johan Sfar. Je crois que vous êtes accro au boulot, accro au crayon aussi. On vous reçoit ce soir parce que vous publiez, alors c'est conséquent, d'abord le tome 8 du Chat du Rabbin, cette saga à succès qu'on connaît évidemment, Petit panier aux amandes. Vous publiez aussi un roman, mais un roman qui a quand même de forts relents autobiographiques, Modèle vivant aux éditions Albin Michel. Et puis le tome 2 de L'Ancien Temps, puisque tout le monde veut la guerre. Johan Sfar, on vous a découvert par le dessin. On vous connaît aussi maintenant par l'écrit, par les mots, par les romans. Qu'est-ce que vous préférez, le dessin ou les mots ? S'il n'y avait pas le dessin, je serais nulle part. Faire des romans, ça m'aide à améliorer mes bandes dessinées d'une certaine façon. J'ai l'impression de faire des romans avec des images. Et en ce qui concerne la boulimie, j'ai des journées très calmes. Et si personne publiait mes livres, je les ferais quand même. Quand j'étais pas encore édité, je dessinais et j'écrivais autant. Tout le temps, tout le temps. Oui. C'est naturel pour vous. Et vous savez, dessinez comme vous respirez. Ça me rend heureux. Et puis ça me protège aussi un petit peu. Et nous aussi, ça nous fait bien plaisir. En tout cas, on vous retrouve, Johan Sfar, juste après votre portrait. Vous allez voir, c'est le regard bien personnel de notre journaliste Philippe Ridé sur votre parcours. Donc, et sa plume, comme vous allez voir, elle est, comment dire, elle est acérée. Mon cher Johan Sfar, surtout, n'allez pas vous faire des idées. On ne va pas vous inviter tous les samedis. Parce qu'au rythme où vous produisez des bandes dessinées, des films, des récits, vous pourriez rapidement squatter ce plateau comme la Bernique son rocher. On a compté. À 47 ans seulement, vous avez dessiné ou scénarisé 98 BD, écrit ou illustré 19 livres, réalisé 4 films. Et comme il vous reste un peu de temps, vous enseignez également aux Beaux-Arts et militez pour la reconnaissance du statut social des auteurs, ce qui vous vaut de vous prendre la tête avec Françoise Nyssen, la ministre de la Culture. À 28 minutes, on a décidé de vous faire un blot. Vous êtes là tout à la fois pour la parution de votre nouveau récit, Modèle vivant, du tome 8 de la BD Le Chat du Rabbin et de l'opus 2 de L'Ancien Temps. Pas mal pour une rentrée, non? Pour tout le reste, revenez l'année prochaine. Né à Nice, pétri d'une double culture juive, séfarade et ashkénaze, vous assurez ne rien faire d'autre que de prolonger les récits que vous faisaient vos grands-parents. Vous dites que le décès de votre mère, à l'âge de 4 ans, vous a laissé assez d'émotions pour écrire et dessiner toute votre vie. Le voilà donc le ressort de votre foisonnement créatif. Mon secret, avez-vous confié, c'est que je ne fais rien d'autre et que je travaille nuit et jour. Rien d'autre? Un peu de talent peut-être aussi, non? Et puis, continuez-vous, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais un dessin, on me fout la paix. Bon, ok, on est désolé, Johan Sfar. On ne voulait surtout pas vous déranger.
Vous avez quoi contre les vacances alors, Johan Sfar? Ah, mais je dessine plus pendant les vacances, parce qu'il n'y a pas les coups de fil, il n'y a pas les machins, il n'y a pas tout ça. Non, non, j'adore les voyages. Le terme de voyage me plaît plus que celui de vacances. Et vous dessinez aussi en voyage, alors, tout le Bien temps. sûr. Vous dessinez et vous écrivez donc, hein? Oui, et dans Modèle vivant, si on prend celui-là, au hasard, parmi les trois, Modèle vivant, c'est un récit qui parle du dessin, c'est un récit qui parle des femmes, qui parle de la société. Et au début, vous relatez un épisode qui vous est arrivé, puisque vous êtes donc professeur aussi à l'École des Beaux-Arts à Paris, un épisode d'une table ronde organisée par la ministre de la Culture. C'est pas qu'elle a mal tourné, c'est qu'elle vous a plus ou moins choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ça n'avait rien de scandaleux. Moi, j'écris quand je ne sais pas. Et là, je suis sorti d'un machin dont je ne savais pas quoi penser. Madame la ministre de la Culture nous a réunis. La directrice des enseignements a dit « Tu dois venir, on va régler le problème du harcèlement sexuel aux Beaux-Arts ». Je me suis dit « Chouette, on va faire quelque chose ». Dans cette réunion, donc. Oui. Et en fait, c'était un exercice de communication ministérielle. Les journalistes du Monde étaient là, Madame la ministre a parlé, et elle a dit « On va faire un texte contre le harcèlement ». Une élève a eu le courage de dire « Mais Madame la ministre, qu'est-ce que ça va changer ?» Et la ministre a dit « Le simple fait d'en parler ensemble, tout ira déjà mieux ». Et j'ai ouvert la porte en sortant de là à mes souvenirs sur les violences faites aux femmes, sur le harcèlement, sur le fait de savoir si le dessin fait du bien ou agresse son modèle. Et c'est un livre sur mes souvenirs à la fois de dessinateur étudiant, de dessinateur professeur, et le fait de savoir si le dessin est un rempart à la sauvagerie ou si au contraire il y participe. Vous savez qu'on célèbre aujourd'hui, depuis hier, les 1 an du mouvement MeToo. Est-ce qu'en tant que mâle hétérosexuel blanc, vous le dites vous-même dans le livre, vous vous sentez sur la sellette, vous sentez qu'on a plus de choses à dire aujourd'hui? Vous êtes plutôt de ceux qui se réjouissent, pour le dire rapidement, Ah oui. plutôt de ceux qui pensent qu'on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire? Non, c'est l'inverse. Je crois que c'est la chose la plus importante qui nous arrive, c'est que toutes les minorités s'expriment et on en est à considérer les femmes comme des minorités, c'est tout de même terrible. Donc ça, c'est formidable. Et après, non, ce qui m'inquiète, c'est quand l'administration s'empare de la vertu pour en faire un outil de publicité. Moi, c'est la question du crime, elle est centrale. Un livre, c'est parler du crime. Donc l'agression faite aux femmes, c'est un crime. Quand le ministre s'en empare, quand l'école s'en empare, quand on nous dit « parlez-en dans vos ateliers », j'ai le sentiment qu'on est en train, comme on dit en discours ministère, de me vendre des saucisses. Vous avez une phrase quand même dans ce livre, notamment, vous dites « Ça ne m'amuse pas, moi, d'être un mâle occidental hétérosexuel. Je n'ai pas demandé à payer pour des millénaires de domination phallocrate. » Donc il y a cette dimension... Ça ne veut pas dire que la colère des femmes n'est pas légitime. Au contraire, elle est totalement légitime, mais en même temps, de la difficulté quand même d'être un mâle hétérosexuel dans ce contexte-là? Non, je crois que j'ai essayé d'expliquer que je suis une catégorie qui ne m'intéresse pas beaucoup dans l'époque actuelle. Cependant, j'ai quand même de quoi écrire. Et j'écris quand même. Mais la situation de l'homme artiste, Philippe Roth a traité ça il y a 30 ans. Donc qu'est-ce que je fais quand j'ai un état civil qui ressemble à ça et que je tiens quand même à raconter des histoires? Le cinéma, c'est un milieu que vous connaissez. Vous avez réalisé 4 films, Johan Sfar. C'est de là que tout a démarré, ce mouvement MeToo. Pas grand-chose n'est sorti en France. On parle presque de déni. Vous en pensez quoi? Moi, c'est pas ça que j'ai raconté. J'ai essayé de raconter en quelques pages la folie du milieu du cinéma qui va bien au-delà de ça, qui va bien au-delà de l'agression qu'on peut constater dans toutes les industries. Dans le cinéma, il y a la mission de transmettre les désirs d'un peuple. Et ça nous rend tous cintrés là-dedans, au-delà même de ces agressions-là. Donc j'ai juste essayé de parler de la spécificité du microcosme du cinéma où je crois que tout le monde est prêt à marcher sur la tête de tout le monde. Alors dans votre actualité éditoriale, donc, il y a Modèle vivant, et puis il y a aussi le Chat du rabbin, le 8e tome du Chat du rabbin, on ne s'en lasse pas, du Chat du rabbin, donc petit panier aux amandes. Mais malheureusement, vous nous l'avez annoncé au début de l'année, le chat qui a inspiré le Chat du rabbin, le petit chat est mort. Oui, alors le chat du rabbin, ça vient d'Imhotep, qui était un chat qu'on avait dans ma famille. Pour tempérer cette tragédie, je dois vous dire que j'ai 6 chats à la maison en ce moment, donc je ne manque pas de félins. Et... Imhotep nous a quittés au mois de février. Oui, c'était des albums dessinés partiellement d'après nature, il y avait toujours ce chat. Maintenant, j'ai d'autres chats sur le bureau, je les dessine aussi. Le Chat du rabbin, évidemment, ce volume-là, ce volume 8, raconte en fait l'histoire d'une femme qui veut se convertir au judaïsme. C'est évidemment le fil rouge de l'ensemble de cette saga, le Chat du rabbin. Et précisément, Caroline, chaque semaine, vous fouillez dans le passé pour nous dégoter une archive en images, une pépite qui fera sans aucun doute plaisir à notre invité. J'espère en tout cas que cette archive va vous faire plaisir. C'est un écrivain que vous admirez, je crois. Il s'appelle Albert Cohen. Il est l'auteur de l'inoubliable Belle du Seigneur ou du livre de ma mère. Cette archive qu'on a retrouvée, elle est tirée d'une émission Apostrophe de Bernard Pivot. Elle a été tournée à son domicile d'Albert Cohen. C'était le 23 décembre 1977. On le voit parler de son rapport compliqué au judaïsme. Regardez. Je suis un hébreu inconséquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout en ne croyant pas, j'y crois. Je ne peux pas vous dire autre chose. Tout en n'y croyant pas, j'y crois.
Et moi, l'incroyant, à la synagogue, je suis peut-être un des plus sérieux, un des plus touchés. Et quand passe la sainte loi morale, que nous appelons notre Torah, je fais le geste rituel de poser ma main sur la Torah, de la porter à mes yeux, tout comme un croyant complet. Vous aussi, vous êtes un hébreu inconséquent comme Albert Cohen. Vous y croyez tout en n'y croyant pas? Ah non, moi je suis un croyant, mais j'adore le rituel. Moi j'adore les prières, je peux prier dans tous les temples possibles. Cohen disait que le jambon était la partie juive du porc, parce que c'est très bon. Et alors je me sens tout à fait de cette pratique-là. Le chat du rabbin, c'est quoi? C'est un peu le judaïsme pour les nuls? C'est une façon de raconter le judaïsme à ceux qui ne le connaissent pas? Non, c'est... ce chat, c'est comme un enfant, il est dans une famille monothéiste. Je parle des juifs parce qu'ils sont moins susceptibles que les autres, donc je peux y aller. Le sujet dans ce livre, c'est quand quelqu'un exige de son aimé qu'il se convertisse, qu'il change de religion. À titre personnel, je trouve ça abominable, mais j'ai essayé de le raconter en racontant le point de vue de chacun, y compris celui des rabbins. Je crois que c'est quelque chose qui cause beaucoup de souffrance dans les familles, et j'ai essayé d'en parler sans vexer personne, mais sans éluder les questions qui piquent un peu. Et la religion, justement, c'est un sujet extrêmement irritant, urticant. Et il y a beaucoup d'auteurs et beaucoup de dessinateurs qui, désormais, évitent ce sujet extrêmement compliqué, dangereux, explosif. Vous ne pratiquez pas l'autocensure sur la religion. Vous n'avez pas peur de traiter de la religion, y compris en dessin? Non, mais j'ai jamais choqué personne avec le chat du rabbin, parce que ça reste une bande dessinée très familiale. Pour autant, quand on a quelque chose à raconter, il faut le raconter. Finalement, il y a très peu de mystique dans notre monde. Il y a beaucoup aujourd'hui d'agitation religieuse, comme si c'était des équipes de foot, mais les questions intimes liées à la famille, liées à la survie, liées comment on dit, au libre arbitre, ça concerne tout le monde. Donc j'essaye de le faire... sans trop mettre de gants non plus. Oui, mais pourtant, Caroline, c'est aussi ce qui fait le lien entre le chat du rabbin et Modèle vivant. Vous écrivez dans le livre que c'est de plus en plus dur de dessiner, qu'il y a de plus en plus de procès, que vous vous empêchez parfois, vous, à cause d'un certain nombre de remarques qu'on peut vous faire, ou justement de la judiciarisation, toujours très difficile à dire comme mot. C'est pour ça que c'est passionnant, à cause de ça, mais aussi à cause d'un public qui est de plus en plus mûr, qui en sait de plus en plus. Donc l'auteur est plus là pour éduquer les gens, c'est fini ça. On est là pour partager nos doutes avec notre lectorat. Donc au contraire, je trouve que c'est une époque passionnante parce que compliquée. Alors, Johan Sfar, vous restez avec nous, bien sûr. On l'a vu à l'instant, vous êtes un artiste multiple talent et prolifique, on ne le répétera jamais assez, mais vous êtes aussi un citoyen engagé dans le débat public, et ça tombe bien, parce que justement avec vous, on va disséquer désormais l'actualité de la semaine, pour essayer de mieux la comprendre tous ensemble. Surtout, vous n'hésitez pas à intervenir, à réagir quand vous voulez, Johan Sfar. On va commencer tout de suite avec vous, Caroline, par une question qui a agité la société française cette semaine encore, et cette question, elle a trait au crime de pédophilie au sein de l'Église catholique. Oui, c'est une pétition qui circule depuis une semaine, une pétition pour la création d'une commission d'enquête parlementaire liée aux abus sexuels, au crime de pédophilie dans l'Église catholique. Elle a été lancée par un magazine, Témoignages chrétiens, et signée par des personnalités qui se disent pour beaucoup catholiques, à l'instar de votre voisine, notre invitée. Bonjour madame, bonsoir. Bonsoir Christine Pedotti. Christine Pedotti, vous êtes la femme qui est à l'origine de cet appel. C'est vous qui dirigez la rédaction de Témoignages chrétiens. Pourquoi avoir initié cette pétition alors qu'on sait qu'il y a eu des enquêtes judiciaires? En quoi des élus seraient-ils plus efficaces que des juges ou des policiers? Bien parce que les juges ou les policiers enquêtent sur des faits qui ne sont pas prescrits, sur des faits qui sont dénoncés, et ils n'enquêtent pas sur quelque chose qui serait le système de dissimulation. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le pape François qui lui-même écrit aux catholiques du monde entier le 20 août et leur dit c'est un problème très grave, il faut le prendre à bras-le-corps. Avec un certain nombre de gens, nous avons écrit aux évêques à plusieurs reprises, qui n'ont pas même accusé réception. Donc voilà, il y a un problème. Ça veut dire que vous, c'est dans l'appel que vous avez lancé, vous cherchez aussi à déterrer des scandales qui ont été enfouis. Vous dites que vous ne vous arrêtez pas à la prescription judiciaire, mais pourquoi est-ce que dans ces cas-là, dans votre commission, pourquoi est-ce que dans cette commission parlementaire, il ne faudrait pas davantage des historiens peut-être que des politiques, si c'est un travail historique? Ce n'est pas un travail historique, parce que c'est un travail aussi du présent. Je trouve que penser que ce sont des historiens... On a fait une commission historique sur la question de savoir comment l'Église s'était comportée pendant l'occupation. C'est la commission René Raymond. Mais là, il ne s'agit pas d'histoire. À l'étranger, dans des commissions parlementaires du même ordre, des commissions d'enquête sur les scandales de pédophilie au sein de l'Église, aux États-Unis, en Irlande, au Canada, il y a des historiens souvent qui en sont membres aussi.
Oui, je veux dire, il y a effectivement des faits d'histoire, mais il y a des faits de réalité, d'immédiateté. Cela dit, rien n'empêchera la commission parlementaire d'en appeler à des historiens, puisqu'ils ont toute latitude pour interroger qui ils veulent. Moi, ce qui me frappe beaucoup depuis que j'ai mis ça en route, c'est que sur les 27 000 signataires qu'il y a, ou 28 000, enfin quelque chose comme ça, on a à peu près toutes les 1000 signatures en moyenne, quelqu'un raconte un fait d'agression. Est-ce que l'anonymat des victimes serait respecté ? En tous les cas, la commission parlementaire, elle n'a pas vocation à empiéter sur le domaine judiciaire. Elle va davantage, si elle existe, s'intéresser à la façon dont ont été traitées les questions de pédophilie de façon large dans l'Église catholique. Comment est-ce qu'on a écouté les victimes ? Comment est-ce qu'on a pris en charge ce qu'elles étaient ? Est-ce qu'il y a eu des dissimulations ? Voilà, c'est cette question-là. Et ça, c'est une question qui est très importante. Johan Sfar, une commission d'enquête parlementaire sur les crimes de pédophilie au sein de l'Église catholique, ça vous semble légitime ? Vous avez signé cet appel ? Vous pourriez le signer ? Vous allez le signer ? Non, parce que je ne comprends pas bien la place des commissions d'enquête parlementaires, peut-être depuis l'affaire Benalla. Pour autant, il n'y aurait rien de pire que de faire croire que la justice s'arrête à l'entrée d'une institution. Et quand il était question des Beaux-Arts de Paris, c'est le même genre de question. Faire croire aux justiciables, quel qu'il soit, qu'il y a un régime de non-droit quelque part, même si c'est dans le domaine du sacré. Et je crois même que les institutions religieuses, dans leur propre intérêt, ont intérêt à la transparence. Alors, votre initiative, Christine Pedotti, elle ne soulève pas l'enthousiasme des politiques, hein, Caroline ? Non, certains ont même manifesté leurs réserves, surtout à droite, mais aussi à gauche. On a vu aussi quelques-uns exprimer non seulement leurs réserves, mais leur gêne, à l'instar du sénateur Les Républicains Sébastien Meurant, au micro de Jean-Jacques Bourdin, qui n'a pas l'air très à l'aise pour répondre à la question « Êtes-vous favorable à l'ouverture d'une enquête parlementaire ?» On le regarde. Je suis d'accord pour qu'on regarde ça. Je pense que ça fait partie des sujets qui ne ressemblent pas vraiment à... je avouerais que c'est sur ce sujet-là... Vous n'avez pas d'avis ? Je n'ai pas spécialement d'avis. Ouais. Je pense que la justice doit poursuivre. Vous êtes parlementaire pourtant. Je pense que les sujets... Vous êtes parlementaire sans avis, quoi. Sur ces sujets-là... Remarquez, il y a des parlementaires sans avis, ça arrive. Non, sur ce sujet-là, je pense qu'on a bien d'autres choses à faire au Parlement. Faut d'abord peut-être aller les informer de ce qui se passe pour qu'ils aient un avis. C'est pas gagné en tout cas. Hein. Écoutez, là en l'occurrence, moi j'attendais ce matin-là de parler avec Bourdin, donc j'ai vu en direct, de toute évidence, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Et c'est très frappant parce qu'il dit, c'est pas primordial, c'est pas essentiel, mais ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui sont violés, violentés. Enfin, comment ça peut ne pas être important ? Je veux dire, il y a des parents aujourd'hui qui sont en train d'inscrire leurs enfants au caté, qui les mettent chez les scouts. Je veux dire, comment est-ce que ça peut ne pas être important ? Alors, c'est important partout. Et puis, on dit, dans l'Église catholique, il y a un problème spécifique. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est le pape qui le dit. Et pour aller sur, est-ce qu'il y a des élus qui nous accueillent ? Oui, il y a des élus qui nous accueillent très favorablement. Mais précisément, on vit dans un régime laïque, régi en particulier par la séparation de l'Église et de l'État. Est-ce que cette initiative, le fait que des politiques se mêlent des affaires de l'Église, en quelque sorte, dans cette commission, c'est pas une atteinte à ce principe-là ? Mais la séparation, c'est pas un mur étanche. Et puis, ce qui se passe dans l'Église, ça n'appartiendrait pas au régime de la loi. Non, mais on pourrait croire que cette commission risque de se transformer en tribunal où des politiques viendraient juger des religieux. Et là, c'est un peu compliqué aussi. En l'occurrence, quand des religieux commettent des crimes, ils vont devant la justice, qui appartient aussi au régime public. On est bien d'accord. Je veux dire, l'Église, elle n'est pas exempte de relations. Et la laïcité, c'est pas une exclusion. Il n'y a pas écrit sens interdit dans les églises. L'État n'a pas le droit d'entrer. D'autant que, comme contribuable, quand en fait des fidèles catholiques font un don à l'Église, il est déduit à 66%. Ces 66% d'argent-là, ils ne vont pas dans les hôpitaux publics. Donc, je veux dire, il y a quelque chose qui est lié entre deux grandes institutions qui existent en France, qui sont d'un côté l'État, de l'autre côté l'Église catholique, et je pense qu'il y a des raisons d'y regarder. Johan Sfar, les politiques ont à se mêler de ce scandale ? Ça, j'en sais rien, mais je pense à un de mes professeurs qui, sur le coup de 60-70 ans, me disait « Mais quand j'étais petit, ça nous paraissait une cause perdue de dénoncer le fait que les prêtres nous tripotaient. » C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où il y avait un fatalisme sur le fait que les parents allaient donner l'autorité à un prêtre
et qu'il aurait à peu près le droit de tout. Il y a eu ça dans toutes sortes d'institutions, sportives, militaires, etc. C'est très bien qu'on essaye de lutter contre. Après, est-ce que c'est le rôle des commissions parlementaires? J'en sais rien. Et que la parole se libère, effectivement, et que ces témoignages enfouis ressortent. Merci beaucoup, Christine Pedotti, d'être venue nous partager avec nous cette initiative. Johan Sfar, vous restez avec nous, car 28 minutes samedi continue. Avec dans un instant notre débat international, et là aussi vous intervenez quand vous voulez, mais d'abord nous allons faire un petit détour à l'autre bout de la planète. Tous les samedis, Gaël Legras s'en va voir ailleurs. Il nous révèle un événement qui a défrayé la chronique dans un pays étranger et dont on a peu parlé ici, en tout cas jusqu'à présent. Ce soir, en route pour la Bolivie. On regarde. Cette semaine, allons voir ce qui a agité, inquiété, exalté, bref, passionné la Bolivie. La ministra de Culturas, Vilma Lanoca, informó que en la Plaza Murillo se va a instalar una pantalla gigante para que la gente pueda asistir y seguir todo lo que sucederá el lunes en el Fallo en Holanda. Un écran géant sur la place principale de La Paz, non pour suivre un match de foot, mais un verdict de la Cour internationale de justice de La Haye. Étonnant, eh bien, pas tant que ça, car depuis 1883 et sa défaite face au Chili dans la guerre dite du Pacifique, la Bolivie n'a plus accès à la mer. 400 km de littoral chapardé par le voisin, c'est fâcheux, et le président bolivien Evo Morales a décidé de porter l'affaire devant la Cour internationale de justice. Lundi matin, donc, la Bolivie tremblait. La comitiva boliviana ya está en Holanda. Momentos decisivos para el país. Il faut dire que depuis 135 ans, les Boliviens n'ont jamais fait le deuil. Chaque année, ils défilent dans la rue pour réclamer la restitution de l'accès à la mer. Et l'État, lui, continue d'entretenir une marine nationale, des bateaux, des marins, des amiraux qui se contentent donc de patrouiller sur le lac Titicaca et les fleuves du pays. On comprend bien l'importance de l'affaire, mais lundi, vers 11h du matin, catastrophe patatras, la demande bolivienne est rejetée. Qué pena que a nivel mundial se pongan en contra de Bolivia. De verdad duele de verdad lo que ha pasado hoy. Evo Morales tente malgré tout de maintenir la flamme à la sortie du tribunal dans un discours retransmis en direct. Quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar. Mais de leur côté, les journaux boliviens sont atterrés. Farina Siete évoque un revers qui provoque une profonde douleur en Bolivie. La Razón parle d'une décision injuste. Et selon Los Tiempos, cela sème la tristesse et les larmes dans le peuple. Bon, c'est vrai, c'est moche cette histoire. Mais heureusement, la marine nationale bolivienne pourra quand même continuer à barboter dans les lacs et les fleuves. Merci Gaël Legras. Et voici donc l'heure d'ouvrir notre débat international. Cette semaine, ce débat porte sur les relations franco-iraniennes, alors que Paris a accusé Téhéran d'avoir fomenté un attentat qui a été déjoué fin juin en région parisienne. Et pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir Mahnaz Shirali. Bonsoir, vous êtes politiste, spécialiste de l'Iran, directrice d'études à l'Institut de sciences et théologie des religions. Et à vos côtés, bonsoir Bernard Ourcade. Vous êtes géographe et directeur de recherche au CNRS. Et tout de suite, pour nous éclairer sur ce sujet, eh bien, notre spécialiste des questions internationales, Omar Ouaman de Radio France, nous a rejoint. Bonsoir Omar. Bonsoir Léo. Et alors tout de suite, Omar, pour ouvrir le débat sur ce sujet, nous allons donc rouvrir en fait un vieux dossier qui empoisonne les relations franco-iraniennes. Qui fragilise surtout les efforts des deux pays, l'Iran et la France, qui veulent préserver l'accord international sur le nucléaire iranien après le retrait des États-Unis. Pour bien comprendre les raisons de cette crise, il faut remonter au 30 juin dernier. Ce jour-là, un attentat sur le sol français est déjoué. La cible, un rassemblement d'un groupe d'opposition iranien à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Un carnage a été évité ce jour-là. Plus de 20 000 personnes étaient réunies. Après une longue enquête de plusieurs services de contre-espionnage français, mais également étrangers, Paris a accusé cette semaine le ministère du renseignement iranien d'avoir commandité ce projet d'attentat. La riposte est immédiate. Elle est ciblée également. Gel des avoirs du vice-ministre iranien du renseignement et perquisition de police, grosse opération de police, dans les locaux d'une association musulmane qui défend les intérêts iraniens dans l'Hexagone. Bonsoir, Mahnaz Shirali. Madame, la France serait-elle à nouveau, elle a connu des attentats commandités par les Iraniens dans les années 80. Serait-elle à nouveau la cible d'un terrorisme dirigé par Téhéran? Oui et non. En fait, l'Iran est toujours à la hauteur de ce qu'il a été depuis 4 décennies. C'est un pays très peu fréquentable. Il y a une véritable dangerosité, mais pas plus qu'avant. Ça fait
4 décennies que l'Iran est impliqué dans plusieurs actes illégaux partout. Il y a toujours des activités des Iraniens dans 4 pays de la région. Il y a eu dans le passé des attentats dans 14 morts, 300 blessés. Tout le monde se souvient de la rue de Rennes, ensanglantée. 86, exactement. 85-86. C'est le même régime, ce sont les mêmes dirigeants, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc il ne faut pas vraiment, il faut être très très vigilant, ne pas tomber dans ce piège de président Rouhani, c'est le gentil, Khamenei, il est le méchant. Ça, c'est une stratégie vraiment désuète. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il est important de savoir que ce sont les gens qui ont certaines divergences entre eux, mais ils sont extrêmement solidaires. Dès qu'il est question d'un ennemi commun, ils se solidarisent. Bernard Bourcade, rien n'a changé, c'est le même régime depuis 1979, depuis la révolution islamique et depuis les années 80. Les forces ont forcément changé, le système reste le même, bien centralisé, et le pouvoir clergé est toujours fort. Mais résumer l'Iran des mollahs, c'est trop rapide. Il y a l'Iran des gardiens de la révolution, l'Iran de la société, bref, les rapports de force sont différents. Mais je comparerai la crise actuelle un peu à la crise du Rainbow Warrior en France. À l'époque, les services secrets français ont assassiné, enfin de facto... C'était en 85 aussi, c'était en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, les gens de Greenpeace. Port d'Auckland. On n'avait rien contre la Nouvelle-Zélande, et au contraire, de bonnes relations. Mais les services secrets français, qui avaient pour l'ordre de combattre Greenpeace, ont fait un dérapage. Et je crois que pour l'Iran, c'est un peu comme cela peut-être. Les Moudjahidines du peuple dont vous avez présenté sont l'ennemi juré du gouvernement iranien et de toutes les tendances confondues. Les Moudjahidines du peuple. Un mot sur ces opposants. Menacent-ils réellement l'Iran? Non, ils ne menacent rien du tout. Il y avait 20 000 personnes. Oui, qui sont payés par les uns et les autres. On sait très bien que M. Bolton, M. Giuliani, M. Bernard Kouchner sont allés là-dedans. C'est une organisation de propagande qui était marxiste et islamique. C'est Staline et Khomeini à la fois. Les Iraniens ont rejeté ce système-là. C'est un groupe minoritaire qui était important dans les années 70-80. Bernard Bourcade, ça veut dire que vous minimisez l'hypothèse d'un attentat sur le sol français, même un règlement de compte entre deux factions iraniennes. Non, ceci est inadmissible. Et c'est pour ça que le gouvernement français a très bien dit. Ils ont attendu de savoir ce qui se passait. Et aujourd'hui, donc presque 3 mois après les événements, le gouvernement français dit les services secrets iraniens ont préparé un attentat. Ce qui était parfaitement inadmissible. Marnaz Chiradli, vous pensez que la France doit rompre avec l'Iran ? Et je pense que la France doit être très vigilante dans ses relations avec l'Iran. La France doit être très exigeante dans ses relations sur la question des droits de l'homme en Iran. Je pense que la France a intérêt à pousser les Iraniens. Quand je parle des Iraniens, je parle des dirigeants de la République islamique, bien entendu. La France a tout intérêt à pousser les dirigeants de la République islamique à entrer en négociation avec la communauté internationale. Il ne faut pas laisser les gens rester marginalisés et rompre complètement la discussion, la diplomatie, la négociation. Il est important de pousser les dirigeants, les ayatollahs à entrer en discussion. Mais quel intérêt a l'Iran à commanditer un attentat en France, sachant que la France est l'allié de l'Iran, notamment sur la question nucléaire? C'est une autre question. Bernard Bourcade. Le fait que les Moudjahidines soient en Albanie, d'ailleurs, à Bagdad légèrement, et en France. Et donc c'est une question qui empoisonne les relations franco-iraniennes depuis 40 ans. Donc chaque fois qu'un diplomate iranien voit un Français, il lui dit « Pourquoi vous avez les Moudjahidines chez vous qui nous embêtent, qui n'ont aucun poids en Iran politiquement, mais qui à l'étranger ont une grande surface ?» Donc c'est une obsession. Donc toutes les autorités iraniennes, quelles qu'elles soient, ont pour obsession d'éliminer ces gens-là d'une façon ou d'une autre, de faire du mal. Mais il y avait 20 000 personnes à Villepinte. Oui. Un attentat ce jour-là aurait fait des victimes iraniennes, françaises, ou polonaises ou italiennes. Il y avait des personnalités américaines. C'est pour ça que c'est inadmissible. Et c'est pour ça que la réaction française est très forte. Mais, excusez-moi de terminer là-dessus, mais le gouvernement français tient en même temps à mettre les choses à leur place. Les enjeux, comme on le disait à l'instant, c'est la négociation sur le nucléaire. C'est que la paix dans la région revienne. Et donc, on ne peut pas mélanger une affaire de terrorisme ponctuel avec une affaire globale. On y viendra après la chronique nucléaire. Caroline Sfar, quand vous entendez qu'on doit, nous, Français, pousser les ayatollahs à entrer en discussion, est-ce que ça vous fait réagir? Nous vivons dans un régime de séparation du religieux et de la politique. On doit s'entendre et discuter avec un régime théocratique. La seule compétence que j'ai pour parler de ces sujets, c'est celle de ma génération qui vit les changements de leadership dans le monde perse et dans le monde arabe et qui en vit les contre-coups dans tous les domaines, culturels, militaires, et tout se mélange parce que les Français, depuis Rousseau, n'aiment pas le réel et sont grands romantiques, donc ils se demandent toujours qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la France. Là, on est périphérique dans cette affaire-là. Ça se règle chez nous, c'est inadmissible, mais on est périphérique. Et voilà, ma légitimité, c'est celle d'une génération qui subit un conflit dont l'épicentre est ailleurs. Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran, on le présente comme quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de modéré. L'est-il vraiment? Ou
ces services lui échappent-ils? Qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui? Il est quand même président de la République. D'accord. Il faut arrêter, il faut rompre avec ce discours paternaliste en disant que pauvre monsieur Rouhani, il est en faiblesse, il n'a pas beau. Il est président de la République. Il n'y a pas des divisions internes au régime? Si, bien sûr. Il y a des modérés et des radicaux? Bien sûr, il y a des modérés, il y a des radicaux, mais des modérés et des radicaux, ils sont solidaires face aux oppositions du peuple iranien quand les Iraniens contestent les protestes. La politique de Donald Trump a contribué à renforcer les radicaux en Iran? La politique de Donald Trump n'a pas solidarisé le peuple iranien avec le régime. En revanche, il a solidarisé les membres du régime, les dirigeants du régime entre eux. Justement, ce peuple iranien, vous étiez en Iran au mois de juillet. Dans quel état est la situation économique dans ce pays? Catastrophique, mais catastrophique. Vous n'avez aucune idée. Je n'avais jamais imaginé l'Iran dans cette situation. Jamais. Rien ne peut mieux résumer que la situation des hôpitaux à Téhéran. Jamais on a eu des hôpitaux aussi dégradés. Les patients qui baignent dans leur excrément, l'absence des infirmiers, les infirmiers qui n'ont pas été payés pendant 6 mois, les morts qui restent sur les lits et qui doivent attendre des heures et des heures, parfois une journée entière avant d'être enlevés. Écoutez, la situation des hôpitaux de Téhéran à elle seule explique tout le pays. Bernard Hourcade, est-ce qu'on peut imaginer que sur la scène diplomatique internationale, il y a une sorte de répartition des rôles entre Donald Trump, le méchant, très méchant, et Emmanuel Macron, le gentil, qui continue à perpétuer une discussion pour essayer de sauvegarder l'accord nucléaire iranien? Un petit peu, chacun a son rôle. Mais il est important, et la volonté française de maintenir le canal de discussion avec les Iraniens, pensant que c'est la négociation, la discussion qui a abouti à l'accord sur le nucléaire, où les Iraniens ont accepté, et c'était à contre-cœur, un accord sur le nucléaire pour arrêter la bombe atomique. Macron pense qu'il faut continuer de ce côté-là. Il y a en Iran des gens comme Rouhani qui jouent le double jeu, triple jeu, peu importe. Ils jouent notamment le jeu de la discussion. Allons-y. Sachant très bien qu'il y a aussi dans ce pays des choses qui échappent partiellement, j'en suis bien d'accord, au gouvernement. Donc pour le gouvernement français, et je crois que c'est une bonne politique, les événements sur le terrorisme sont inadmissibles, d'où la crise de ces derniers jours. Et il est inacceptable qu'un pays fasse des attentats en France. Il est proche de craquer, vu ce qu'a décrit votre voisine. Pardon ? Le pays est proche de craquer, vu la description la situation catastrophique, notamment des hôpitaux. Mais les Iraniens, j'étais également en Iran cet été, disent hélas, we shall manage, on se débrouillera, parce que ça fait longtemps qu'on est soumis à des sanctions, mais on atteint aujourd'hui une crise exceptionnelle qui ne s'est jamais déroulée. Faut-il renvoyer un ambassadeur, parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur français à Téhéran, il n'y a pas d'ambassadeur iranien à Paris? D'urgence. Et c'est une discussion importante, mais certains en Iran sont très contents de cela, certains en France aussi sont très contents, qui sont trumpistes, veulent mettre de l'huile sur le feu. Johan Sfar, au vu de l'histoire de l'Iran, de son poids culturel aussi, politique évidemment, démographique, on est quand même condamnés, nous, occidentaux et français, à parler avec ce régime, à discuter avec eux, à essayer d'apaiser, trouver les voies du dialogue? Alors, ayant grandi à Nice, j'ai grandi avec des Iraniens. Moi, j'essaie toujours de penser aux populations qui nous ressemblent davantage que ce qu'on veut bien se raconter. Et les dirigeants mettent toutes leurs forces, mais comme une junte mafieuse, à empêcher les populations à se parler entre elles. Nous avons l'avantage d'être une vraie démocratie. Cependant, plus les artistes, plus les populations peuvent se parler, plus on dessert ce carcan. Merci à tous les trois. Merci Marnaz Chirali, Bernard Hourcade et Omar Ouaman d'être venus participer à ce débat. Johan Sfar, vous restez, vous êtes collés et 28 minutes samedi continue avec le regard de l'incomparable Marie Bonisseau qui va esquisser quelques pas de danse avec Theresa May et la trouvaille de l'iconoclaste Jean-Mathieu Pernin qui va nous annoncer le retour sur la scène électorale au Pérou d'un nom que vous connaissez bien. Surtout, Johan Sfar, vous n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez pour remettre dans le droit chemin ces jeunes gens qui, vous allez le voir, sont assez turbulents. Mais tout de suite, retrouvons les petits plaisirs de François Simon. Chaque samedi, cet inimitable épicurien va nous délivrer de délicieux secrets pour bien profiter du week-end. Régulièrement, lorsque nous marchons dans la rue, nous avisons dans le reflet d'une vitrine l'image que nous donnons. C'est souvent pas mal. La lumière est zénithale, l'ensemble est photoshopé à mort, et franchement, ça tient la route. Pourtant, si l'on nous suit dans la rue, ce n'est pas terrible. Après cette vision flashée comme avec un radar de gendarmerie, on repart en sucette. On se tient mal. Rassurez-vous, moi le premier. Les épaules rentrées, la poitrine souffreteuse, les reins aux abonnés absents, le pied gauche. Regardez vos semblables dans la rue et vous verrez tout de suite ceux qui se portent bien. Mais attention, accrochez-vous, une chose va vous sauter aux yeux. Ni âge, ni sexe, ni fortune,
un balayeur peut avoir un maintien de rêne et un banquier se tenir comme une merde. Voilà pourquoi la suggestion de ce week-end, ce sera un doux moment de reprise en main. Ce n'est pas compliqué, ni salle de gym, ni coach, ni raquette, ni carte de crédit. Redressez tout simplement les épaules, dégagez la poitrine, offrez vos seins. Valable pour les mecs aussi. Respirez profondément. Et là, vous allez découvrir quelqu'un de franchement bien, de franchement bon. Faites 2-3 pas ainsi et voyez l'incroyable cadeau que vous vous faites. Logiquement, lorsqu'on a commencé, on ne peut plus s'en passer. Avec en bonus, la traduction immédiate sur le moral ou sur un projet. Ce commencement, ce peut être tout de suite. Prêt? Allez, allongement de la main, étirement des doigts, direction la télécommande de la télé, buste redressé, regard lointain. Voyez, vous êtes formidable. Bravo François Simon. Allez Johan, on se relève. Allez. Allez, relevé. Voilà des bons conseils du week-end. Hein. Merci François Simon. Oh là là, mais qui je vois, Marie Bonisseau et Jean-Mathieu Pernin qui nous ont rejoints. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue. On va commencer avec vous, Marie. Vous, Marie, vous allez ce soir esquisser donc quelques pas de danse avec Theresa May. Et comme vous avez très mauvais esprit, hein, je vous connais. Bah si, vous allez vous moquer encore une fois. Un peu. Non mais c'était vraiment un moment de grâce qu'on a vécu mercredi dernier. Montrez-nous ça. Je vous montre la photo. Theresa May qui danse, enfin qui tente de danser. Johan Sfar, je vous ai jamais vu danser, mais je vous dis, hein, vous dansez mieux que Theresa May. Voilà, ouais, faut voir. Regardez. Spécialement. Non, je vous assure, c'est pas possible de faire autrement. Voilà, je vous ai pris cette photo spécialement. Il y en a eu des dizaines hein, de cette scène, mais je trouve qu'elle capture assez bien la rigidité robotique de la première ministre britannique. Regardez le coude est à pile 90 degrés. Voilà, c'est une vraie danse du robot. Et en mouvement, regardez ce que ça donne. Ça a paru très très long. Hein. Theresa May, sur la musique de Dancing Queen, a donc traversé toute la longue scène voilà, du congrès du Parti conservateur. Sont partis. Allez la Corée, Marie. Voilà, non, je ne pourrais jamais faire comme ça. Voilà, en robot jusqu'au pupitre, une rigidité qui a fait ressurgir les douloureux souvenirs de cet été quand Theresa May déjà était partie en Afrique du Sud et avait déjà dansé. Donc voilà, ça donnait ça, hein, déjà en naissance du robot. Et puis rebelote quelques jours après au Kenya. Voilà, on remet ça et c'est pire. Hein, on ne pensait pas. Mais voilà, c'était pire. Bref, Theresa May danse clairement comme ma maman et elle le sait évidemment. Cette semaine, c'était pas une troisième danse improvisée, non, c'était un très beau coup de com'. En fait, et un gros doigt d'honneur en fait à tous ceux qui l'appellent Maybot depuis qu'elle est au pouvoir. Maybot, en fait, c'est le robot May qui en fait souligne son côté un peu déshumanisé, son manque d'intelligence émotionnelle et puis sa façon de répondre un peu automatiquement comme un robot détraqué quand il y a une question qui la gêne d'un journaliste. Voilà, et à tout cela, à tous ces critiques, cette semaine, Theresa a prouvé qu'elle possédait quelque chose qu'un robot n'aura jamais, c'est le sens de l'autodérision. Et donc, elle a utilisé son pire défaut, donc la danse du robot, pour prouver qu'elle n'en était pas un. C'est assez malin et ça a été très efficace puisque regardez les unes de la presse britannique. On a évidemment Theresa qui danse dans toutes ces positions, mais les titres sont assez... les titres donnent le contenu et le message qu'elle a voulu faire passer, mais annonce la fin de l'austérité. Ça, c'était le titre du Daily Telegraph. C'est à peu près la même idée dans le Guardian et le Times. Bref, son optimisme a été parfaitement perçu et mercredi soir, Theresa May a reçu une standing ovation de tous les membres de son parti, ce qui est quand même pas mal et assez rare pour quelqu'un qui n'a absolument pas le sens du rythme. Merci Marie. C'est beau. Vous dansez mieux que ça quand même, hein, Johan? C'est pas certain du tout. Allez-y, montrez-nous. Montez sur la table. Non. Bon. Non, mais j'admire beaucoup. Bon, vous êtes indulgent. On va continuer avec vous, Jean-Mathieu. Oui. Jean-Mathieu Pernin, je vois que vous avez l'œil qui frise. C'est sans doute parce que vous allez nous annoncer en avant-première le grand retour sur la scène électorale d'un ancien chef d'État. Non, il ne s'agit pas de Nicolas Sarkozy, c'est pas non plus François Hollande, et d'ailleurs c'est pas en France. Non, c'est en fait c'est au Pérou. Parce que, comme vous le savez, il y a des élections municipales demain au Pérou. Je sais, Johan Sfar, que vous êtes particulièrement attentif à la vie politique péruvienne. Donc, je suis venu pour ça. Voilà. Je sais, c'est très gentil. Elle condore pas ça, tout ça. C'est mon meilleur public. Ouais. Et vous allez regarder comme nous les résultats, notamment de la petite ville de Yungar, qui se trouve à 3000 mètres d'altitude, où le candidat, vous le savez, où le candidat qui a le plus de chances de remporter l'élection se prénomme Hitler. Et oui, Hitler Alba Sanchez. Il a déjà dirigé la ville entre 2011 et 2014. Et depuis l'annonce de sa candidature, eh bien, il colle des affiches sur toute la commune avec Hitler le retour ou Hitler avec le peuple. Alors, c'est vrai que, vu de chez nous,
ça peut paraître un peu ancien monde. C'est vrai, pour Gachet, c'est même un peu, oui, un c'est peu lourd à porter même. Voilà. C'est gentil. Mais c'est vraiment ce prénom, bien sûr, qui intrigue. Et le candidat explique que son père n'était pas du tout au courant du parcours politique d'Adolf Hitler avant de baptiser son fils ainsi. Il ne connaissait même pas le dictateur du Troisième Reich. Il trouvait juste que ça sonnait européen, quoi, voilà. Ce qui oblige Hitler, Alba Sanchez, de préciser à chaque fois, je cite, qu'il est le gentil Hitler. Voilà, c'est une belle attention quand même de le préciser. Alors, il faut dire à Juncker aussi que tout le monde ne voit pas la candidature d'Hitler d'un bon œil. Et ça, c'est le cas de Lénine. Alors Lénine, c'est le prénom d'un opposant municipal, en fait, voilà, qui s'appelle comme ça. Son nom complet, c'est Lénine Vladimir Rodriguez Valverde. Et il a voulu empêcher la candidature d'Hitler, pas du tout pour son prénom, pour des questions purement locales. Sa motion a été rejetée. Hitler a donc eu le champ libre. Et en Amérique du Sud, ce genre d'anecdote, c'est assez courant. On baptise souvent les enfants de personnages historiques, comme il y a beaucoup de Kennedy, de Staline, même de Victor Hugo. Récemment, il y a même un joueur qui a intégré l'équipe nationale de foot des moins de 15 ans, qui s'appelle Oussama Bin Laden. Donc vous imaginez, donc le 31 décembre prochain, les habitants de Yungar vont peut-être recevoir une carte de vœux de la part de l'édile de leur cité. Bonne année signée Hitler. Et là, on garde le moral quand même. Et vous pouvez nous certifier, Jean-Mathieu, que, évidemment, tout est vrai. Ah bah, tout est vrai, bien sûr, oui, tout est vrai. Voilà, on est en permanent. On verra ça demain, ou après les élections municipales, le premier tour, au deuxième tour. Il y a quelques années, j'étais allé interviewer Jacques Vergès, et il y avait autour de lui un petit enfant qui s'appelait Oussama. Et ça amusait beaucoup Vergès, il disait il s'appelle Oussama. Ah oui, c'est drôle d'humour. Merci, Johan Sfar. Merci, nos amis. Mais voilà, 28 minutes samedi, c'est fini pour ce soir. En tout cas, à suivre dans un instant sur l'antenne d'Arte, un match Louis Pasteur contre Robert Koch. Un docu-fiction passionnant qui nous raconte ce duel de géants dans la guerre des microbes. Lundi, vous retrouverez bien sûr Elisabeth Quint, fidèle au poste. Et nous, on se donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, on se quitte en musique avec un morceau que vous avez choisi, Johan Sfar, et vous avez choisi ce soir. Parce que d'Aznavour, mais parce que Gainsbourg l'a chanté tout le temps pour draguer. Et le parce que t'as les yeux bleus, il le disait même quand la nana avait les yeux noirs. Eh ben, un formidable conseil musical de samedi soir. Donc merci, Johan Sfar, et à la semaine prochaine. Tchuss. Que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis.